Voilà, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Reflète TV. Si vous nous rejoignez partout dans le monde, débat autour de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Pour en parler, je reçois Guillaume Wangui, secrétaire général du COJEP en charge du marketing et de la promotion auprès des nouveaux majeurs. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Sidi. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et un second invité, Youssouf Diabagaté, président du collectif des organisations de jeunesse pour la victoire du RHDP en octobre 2025. Bonsoir à vous, Président. Oui, bonsoir, chef Resti. Merci également d'avoir honoré notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, quelle réponse politique pour satisfaire les besoins des jeunes en Côte d'Ivoire? Ce sera le sujet de la seconde partie de cette émission. Nous serons rejoints dans cette partie par Eric Bayala, journaliste, analyste, mais bien avant le premier sujet de l'émission. Mais avant de rentrer même dans le vif de ce sujet, Président, votre mouvement a été créé pour permettre au RHDP d'avoir des millions d'électeurs en 2025, de nouveaux électeurs. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce mouvement créé? Oui, et merci Sidik. Le collectif des organisations de jeunesse pour la victoire du RHDP en octobre 2025, dénommé COJEP RHDP, est un mouvement qui a été placé sur les fonds baptismaux depuis le 4 août dernier où nous avons fait le lancement à la rue Lépic. En fait, c'était... Si vous voulez, ce n'est pas un nouveau mouvement, parce que c'est un collectif qui comprend plusieurs organisations de la société civile qui existaient déjà, plusieurs mouvements de soutien au RHDP qui existaient. Nous sommes simplement mis ensemble pour pouvoir plus avoir d'impact sur le terrain. Donc c'est un collectif qui va travailler au plan national, qui a des coordinations au niveau du district d'Abidjan et dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et pas plus tard que le dimanche dernier, nous avons fait un séminaire de formation sur le processus de l'enrôlement. Parce que notre objectif, c'est qu'en octobre 2025, dès le premier tour, notre candidat... Qui est votre candidat? Notre candidat naturel, c'est le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est le président Alassane Ouattara et de façon naturelle. Maintenant, s'il le veut bien, s'il décide de ne pas être candidat, qu'il nous propose n'importe qui, même s'il proposait Diabagaté Youssouf, on gagnera au premier tour. Bien, 1 million d'électeurs, nouveaux électeurs, hein, c'est ça? Oui. Pour l'élection de 2025. Tout à fait. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu trop? Non, nous n'exagérons pas. Nous n'exagérons pas. C'est un objectif que nous sommes assignés et nous allons nous donner les moyens de pouvoir atteindre cela. Donc, dès ce week-end déjà, nous allons commencer notre campagne de sensibilisation. Nous serons dans la commune d'Anyama. Nous allons aller un peu partout en Côte d'Ivoire pour chercher les nouveaux majeurs. Pas seulement les nouveaux majeurs, parce qu'il y a des anciens aussi majeurs. Il y a des personnes que le vote n'intéresse pas, parce que le vote, vous le savez bien, en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas obligé de voter. Donc les gens ne votent pas. Donc il faut aller les chercher, il faut aller les sensibiliser pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Bien, Guillaume Wangui, comment se prépare l'inscription de nouveaux majeurs actuellement au sein de votre parti, le COJEP? Merci bien, cher ami Sidik. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous prononcer sur la question. C'est nous que vous remercions. Avant de parler de la question de la préparation, il est important de recadrer les choses. Quand je parle de recadrer les choses, vous savez qu'il y a de cela quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, le président de la commission électorale indépendante a donné la période sur laquelle la révision devait être effectuée. Au niveau du COJEP, nous en avons pris acte parce que nous considérons que c'est une étape à franchir avant la présidentielle de 2025. Alors, nous saluons cette décision, comme je le disais tantôt, mais nous critiquons deux aspects. C'est-à-dire, le premier aspect est relatif à la durée et le deuxième, c'est le fonctionnement du système en lui-même. Voyez-vous, nous vivons dans un pays qui est composé d'un peu plus de, pour ne pas dire 30 millions d'habitants. Et sur ces 30 millions d'habitants, la population électorale est estimée à 13 millions. Sur la liste électorale actuelle, nous avons 8 millions de personnes. Vous voyez donc là qu'il y a 5 millions de personnes qu'il faut inscrire sur la liste électorale pour les présidentielles de 2025. Mais de 2020 à 2023, toutes les révisions qui ont eu lieu n'ont pas été capables d'enregistrer ne serait-ce que 1 million de personnes. Vous voyez? Est-ce que vous confirmez cela? Oui. Allez-y. Alors, si en 3 ans, nous avons été incapables d'enrôler moins de 1 million de personnes, ce n'est pas en un mois
que nous réussirons à enrôler 5 millions de personnes. Voilà pourquoi nous demandons à la Commission électorale indépendante ainsi qu'aux autorités compétentes de prolonger la période de la révision de la liste électorale au moins jusqu'à 3 mois avant les élections présidentielles. Voyez-vous, la révision de la liste électorale inclut aussi la documentation. Pour se faire enrôler, il faut avoir la documentation. Et justement, nombreux sont ces Ivoiriens-là qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas les documents pouvant leur permettre de se faire enrôler sur la liste électorale. Nous savons aussi dans ce pays que pour établir un document administratif, il y a toute la paperasse et la durée que cela peut entraîner. Il y a aussi le coût. Vous voyez, l'un mis dans l'autre, nous disons que cette période-là n'est pas suffisante pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir se faire enrôler. Deuxièmement, c'est le mécanisme en lui-même. Vous voyez, la CEI a annoncé, comme je le disais tantôt, la période de la révision, c'est-à-dire du 30 septembre au 31 octobre. Mais la CEI ne fait pas suffisamment de campagnes de sensibilisation. C'est vrai que nous, partis politiques, nous avons une part de responsabilité dans la sensibilisation, mais il appartient d'abord à la CEI, qui est l'organe chargé de l'organisation des élections et qui reçoit des subventions relatives à cela, de faire une véritable campagne de sensibilisation. Nous avons sillonné la Côte d'Ivoire. Il y a des localités, quand vous arrivez, ils ne sont même pas informés que la révision de la liste électorale est pour bientôt. Bien, nous allons aborder ces aspects-là. Donc, avant de revenir à vous, s'il vous plaît, rapidement, est-ce que les choses se préparent bien au sein de votre parti? Oui, les choses se préparent bien. Moi, je suis le secrétaire général adjoint du parti, en charge du marketing et de la promotion du parti auprès des nouveaux majeurs. Voilà, toutes nos équipes se préparent. Quand la période sera venue, nous irons sur le terrain, bien évidemment, pour sensibiliser nos militants, mais au-delà de nos militants, tous les Ivoiriens à se faire enrôler sur la liste électorale. Bien, Youssou Diabagaté, on voit que M. Wangui du COJEP met en cause le fonctionnement du système électoral, la durée de 1 mois pour la révision de la liste électorale. Il se dit, pour ce qui n'a pas été fait durant plusieurs années, ne peut pas être fait en 1 mois, et vous avez un gros objectif, 1 million d'électeurs. Oui, moi, vous allez faire ce qui n'a pas été fait en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas de problème avec la durée. Je n'ai pas de problème avec la durée. Mais je suis surpris quand M. Guillaume dit que pendant les différents processus, on s'est limité à 1 million. Mais on ne pouvait qu'atteindre cet objectif lorsque l'opposition boycottait tous ces processus. Voilà. Et ce n'est pas à la CEI de mener cette campagne. C'est vrai que ça ne fait pas de son rôle. Mais nous-mêmes, partis politiques, nous-mêmes, la société civile, c'est à nous de faire ce travail-là. Et quand il parle de la paperasse, mais je voulais simplement lui demander vraiment de se mettre au diapason de l'information actuellement, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un processus qui est mis en place aujourd'hui même où nous sommes en train de parler, parce que le président a pris un décret aujourd'hui où il ne doit même plus avoir un seul Ivoirien qui n'a même pas de papier. On ne peut pas accepter d'avoir des apatrides en Côte d'Ivoire. Il y a aujourd'hui, vous allez dans toutes les mairies, dans toutes les sous-préfectures, il y a une opération spéciale qui se déroule pour les personnes qui n'ont même pas de papier. Quand il ne met pas du coût, moi je ne sais pas de quoi il veut parler. Le coût pour ces différentes opérations, le thème, c'est gratuit. Et c'est seulement le thème qui coûte 500 francs qu'on paye. Donc quand il parle de coût, moi je ne sais pas de quoi il parle. Et ce que je voulais dire pour enchérir mes propos, la CEI a donné un délai, nous allons travailler, et la CEI, en tant que structure responsable, elle verra s'il faut prolonger. Et dans tous les processus qui ont été faits, elle a toujours été prolongée. Donc l'essentiel, c'est nous, partis politiques, c'est nous, membres de la société civile, qui devons faire le travail. C'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires de l'enrôlement qui va être fait, parce que c'est nous qui allons à l'assaut des élections, c'est nous qui voulons remporter les élections. Donc il est de notre devoir, si nous faisons correctement notre travail, nous allons enrôler le maximum des... L'un des difficultés, je l'ai dit tout à l'heure ici, le vote en Côte d'Ivoire, malheureusement, il n'est pas obligatoire. Donc il y a des citoyens qui sont là, que ça peut ne pas intéresser. Non, c'est à nous de pouvoir les convaincre à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Bien, Guillaume Wangui, alors déjà, j'aimerais revenir sur quelques propos. Oui, bien évidemment. Mais j'aimerais signifier que je n'ai pas dit que pendant les 3 années, nous nous sommes limités à 1 million. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en moins de 3 ans, la Commission électorale indépendante a été incapable d'enrôler ne serait-ce que 1 million de nouveaux inscrits sur la liste électorale. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, il parle de la documentation et que le président aurait pris un décret. Nous sommes d'accord. Mais dans la faisabilité sur le terrain, nous avons des concitoyens, des sœurs, des frères qui, depuis 2 ans, ont fait la demande, ne serait-ce que la carte nationale d'identité et qui ne l'ont pas encore obtenue jusqu'à aujourd'hui. Or, vous savez que l'un des documents pour se faire enrôler sur la liste électorale, c'est bien évidemment la carte nationale d'identité.
Vous voyez? Donc, quand nous parlons de documentation, c'est un problème réel qui existe sur le terrain. Peut-être qu'à leur niveau, il y a des dispositions ou il y a des subventions, mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, nos militants, ou bien la grande majorité des Ivoiriens, débouchent de l'argent de leur propre poche pour aller se faire établir des documents afin de pouvoir se faire enrôler sur la liste électorale. Et nous insistons pour dire qu'il y a un problème de documentation. Il y a de nombreux Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore d'extrait acte de naissance. Ça prend du temps. Et pour le faire, il a un coût. Vous voyez, il y a aussi la procédure. Quand nous prenons tout ce lot-là, cet ensemble de personnes, si nous voulons les circonscrire dans une période de 1 mois, il sera quasiment impossible pour ces derniers-là d'avoir la documentation. Ça, c'est 2. Et puis, le troisième élément, c'est bien évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la carte nationale d'identité. Vous voyez, c'est l'un des documents aujourd'hui de citoyenneté qui est le plus prisé par les Ivoiriens. Et quand toute la population, je dis bien toute la population, n'a pas cette possibilité-là d'avoir sa carte nationale d'identité, n'a pas la possibilité d'avoir sa carte nationale d'identité dans le délai, ça pose problème. Bon. 2025 est une année charnière, c'est une année importante. Vous voyez, nous parlons de ces réformes, pourquoi? Parce que dans ce pays, toutes les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire sont des crises qui étaient liées aux élections. Vous comprenez? Et on ne peut pas aller en 2025 avec cette suspicion, avec cette peur au ventre. Il faut créer toutes les conditions pour aller à ces élections-là. Il faut créer toutes les conditions pour que ces élections-là puissent être justes, transparentes et crédibles. Parce qu'en 2025, il ne s'agira pas seulement pour les Ivoiriens de choisir un chef de l'État. Il s'agira aussi pour les Ivoiriens de choisir un leader capable de les rassembler, capable de penser les blessures, afin de pouvoir amorcer le développement. Bien. Alors, donc, vous, allez-y rapidement. Oui, en fait, quand M. Guillaume parle, moi, je me demande si nous sommes dans le même pays. Bon, j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans le même pays, parce que quand il me parle de subventions, il me parle de coûts, mais je lui dis que les extraits, aujourd'hui, de façon spéciale, se font, c'est le thème seulement qu'on paie à 500. Il ne sait pas... Non, je viens. Je vais venir. Non, je vais en venir. Je vais commencer d'abord par l'extrait. Pour ceux qui n'ont pas d'extrait, vous n'avez pas de ceux qui ont d'extrait, vous n'avez pas de coût. J'ai dit que c'est le thème, c'est gratuit. C'est 500 francs seulement le thème que vous payez. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà dans le registre. Non, pas ceux qui sont dans le registre. Non, il y a de nombreux Ivoiriens qui n'ont même pas encore obtenu, qui n'ont pas encore leur nom inscrit même dans le registre des actes de naissance. Mais c'est pour ça que je suis en train de vous donner. C'est toute une procédure. Je suis en train de vous donner une information. Les opérations mais sont ouvertes pour les personnes qui n'ont pas c'est l'opération. Je suis d'accord, mais quel est le bilan au jour d'aujourd'hui? Quel est si vous voulez, le taux de personnes qui n'ont pas encore d'extrait de naissance et qui se sont fait établir? Est-ce que la faute revient au gouvernement? Non. Justement, si le parent n'est pas identifié, son enfant je n'ai pas accusé, concernant ce point spécifique, je n'ai pas accusé le gouvernement. J'ai dit il faut nous donner le temps. Quand je dis nous, le gouvernement et la population, nous sommes ensemble. Il faut nous donner le temps afin de permettre à ces personnes-là de pouvoir se faire établir les cartes nationales. Sur le temps, moi, je n'ai pas de problème. Parce que si on donne 3 mois, 4 mois, ce sera à tous les Ivoiriens qu'on va donner ce temps. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, le problème, c'est quand il ne met pas de coût. Moi, je vais dire que là, il veut faire de la surenchère, il n'y a pas de coût. C'est gratuit cette opération. Non, ce n'est pas de la surenchère. Peut-être que vous avez la possibilité d'avoir 500 francs facilement, mais ce n'est pas pareil pour mon frère ou mon cousin qui vit au fin fond de chez moi, ici à là-bas. Mais donc vous voulez que l'extrait de naissance soit de manière gratuite alors? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que l'extrait de naissance doit être gratuit. Je dis qu'il faut donner le temps aux populations. Mais ceci dit, il y a de nombreuses personnes dans ce pays qui n'ont pas le temps. Oui, il n'a pas de souci avec le temps. Je n'en disconviens pas. Mais la décision revient à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, nous parlons du coût. Et à la CEI. Voilà, nous parlons du coût. Le coût, comme j'étais en train de le dire, peut-être que 500 francs, pour lui, ce n'est rien, mais pour de nombreux Ivoiriens, 500 francs, ça représente une énorme somme quand même. Mais depuis que ce pays existe, depuis quand les extraits de naissance ont été faits gratuitement, il y a toujours un droit de thème à payer. Et ça, c'est un minimum. Monsieur Bakayoko, je ne dis pas que doit pas. Excusez-moi, monsieur Diabagaté. Je ne dis pas que ça doit être gratuit. Vous ne m'avez pas encore compris. Je dis donc retirez le mot le coût. Non, mais il y a un coût. Même si c'est 500, ce n'est pas insignifiant. Il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Bien. Il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas à avoir ne serait-ce que 200 par jour. Donc 500, ça représente quelque chose. On vous a bien compris. Si, avec vous, le problème du coup de l'extrait de naissance
disons, d'une personne qui n'a pas un acte de naissance et de l'établissement de la carte nationale d'identité sont des facteurs qui rendent difficile le bon déroulement du processus électoral ivoirien en un mois, c'est ça? Oui, en un mois. C'est suffisant juste ça pour dire qu'on ne peut pas faire ce processus en un mois? Non, il faut, comme j'étais en train de le dire, il y a 5 millions de personnes qui ne se sont pas encore fait enrôler. C'est-à-dire, parmi les 5 millions de personnes, il y a des nouveaux majeurs et il y a des personnes qui sont en âge de voter mais qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Si nous n'avons pas pu faire enrôler 1 million de personnes en 3 ans, ce n'est pas en un mois que nous allons enrôler 5 millions de personnes. Mais tout va dépendre aussi de la volonté des Ivoiriens. Oui, tout dépend de la volonté des Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens s'intéressent au Justement, vote? c'est pour cela que je parlais tantôt du rôle de sensibilisation que nous, partis politiques, nous devons jouer, mais aussi la CEI. Voilà, parce que la CEI reçoit des subventions afin de pouvoir... aussi de votre responsabilité. Je l'ai dit tantôt, tout à l'heure. Les partis politiques que les Ivoiriens refusent d'aller voter. Non, pas forcément à cause de nous, les partis politiques. Regarde les différentes non, crises pas forcément, pas forcément à cause des partis politiques. La Côte d'Ivoire a connu des crises, certes, c'est vrai, mais les partis politiques ne sont pas seulement... Ils sont responsables. Nous avons une part de responsabilité. Ça, je l'avoue. Et l'autre part, c'est qui? C'est la population? Non, les partis politiques ont une part de responsabilité dans la crise, c'est vrai. Mais on ne peut pas imputer uniquement que toutes les crises qui ont eu lieu ici en Côte d'Ivoire soient le fait uniquement que les partis politiques. Vous voyez-vous, il y a aussi la société civile qui a un rôle à jouer et qui ne joue pas toujours son rôle. Quel devrait être son rôle alors? Mais la société civile, elle doit sensibiliser. Mais elle sensibilise, mais si elle n'a pas les moyens nécessaires et que les partis politiques au pouvoir sont plus puissants que, disons, la société civile, donc les partis font ce qu'ils veulent. Donc la responsabilité incombe à tout le monde dans ce cas, pas uniquement qu'aux partis politiques. La grande responsabilité revient aux partis politiques. Il faut encourager les Ivoiriens à pouvoir s'inscrire sur la liste électorale en donnant le bel exemple. Oui, je voulais revenir sur un élément qu'il a dit, qu'il a parlé de la carte nationale d'identité et que des personnes sont en attente depuis des années. Bon, moi, je ne sais pas vraiment si on est vraiment dans le même pays. Nous sommes dans le même pays et ça existe. Je peux vous sortir des noms ainsi que des personnes qui, depuis 3 ans, ont fait la demande et qui n'ont pas encore obtenu, cher ami. Bien, on reviendra tout à l'heure. Vous allez aujourd'hui, quand vous faites une demande de CNI, aujourd'hui, c'est tout au plus 2 semaines, vous avez votre carte d'identité. Ça, ce n'est pas dans la même Côte d'Ivoire que nous vivons apparemment. Non, ce n'est pas pareil pour tout le monde, cher ami. Reconnaissez qu'il y a une faille à ce niveau. Il y a de nombreux Ivoiriens qui en ont fait la demande et jusqu'à aujourd'hui, 1 an, 2 ans après, n'ont pas encore obtenu leur carte nationale d'identité. Je suis en charge des nouveaux majeurs au COGEP. Et il y a de nombreuses personnes qui viennent me donner leur récépissé d'enrôlement. Et c'est marqué que ces personnes-là ont fait la demande depuis au moins 1 an. Et jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore leur carte nationale d'identité. C'est juste. Vous pouvez aller sur le site de l'ONESI. Ce n'est pas juste. Vous pouvez aller sur le site de l'ONESI. Sur ce site-là, c'est défini là-bas. Il est indiqué sur le site de l'ONESI que ceux qui n'ont pas encore eu leur carte nationale d'identité depuis au moins 1 an peuvent venir pour refaire une nouvelle demande. C'est sur le site de l'ONESI, cher ami. Donc ne me dites pas que tous les Ivoiriens qui ont fait leur demande depuis en 2 semaines ont obtenu leur carte nationale d'identité. Ce n'est pas vrai, cher ami. Ce n'est pas vrai. Monsieur Guillaume Wangui, si votre carte ne sort pas, pourquoi ne pas faire une nouvelle demande? Justement. Vous voyez, voilà pourquoi je suis en train de dire que la période de 1 mois ne sera pas suffisante. Parce qu'il y a de nombreux Ivoiriens qui ont fait la demande. Comme j'étais en train de le dire tantôt, moi j'ai reçu, en tant que secrétaire général adjoint en charge des nouveaux majeurs, la documentation de beaucoup de nos militants qui ont fait la demande depuis 1 an. Et c'est moi-même, personnellement, qui me suis saisi de ces récépissés d'enrôlement-là, aller au siège de l'ONESI afin de pouvoir demander des explications. Eux, ils m'ont dit, il y a une plateforme qui existe en ligne. Si depuis 1 an, 2 ans, vous n'avez pas encore votre carte nationale d'identité, vous avez la possibilité de faire une réclamation. Sinon, de faire une nouvelle demande. Bien. Voilà, donc je ne suis pas d'accord quand tu me dis qu'on fait la demande et puis en 2 semaines, je voulais dire à M. Guillaume, ce n'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. Il peut y avoir des exceptions. Et les exceptions, c'est pour vraiment des problèmes techniques. Souvent, il y a des cas. Il y a des cas où la personne fait la demande de la carte d'identité et entre peut-être son papa et lui, il y a par exemple 10 ans d'écart. Il y a un problème. Le système retrouve qu'il y a un problème. Donc il faut
des justifications, il faut aller poser la réclamation pour pouvoir expliquer le problème. Il y a des exemples comme ça. Donc vous reconnaissez qu'il y a des anomalies. Non, voilà. Non, ce n'est pas des anomalies, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le processus qu'on a aujourd'hui, si vous n'avez pas de problème, en 2 semaines, vous avez votre carte d'identité. Si vous n'avez pas de problème, et si vous avez mais vous ne devez pas avoir de problème normalement. Comme vous ne devez pas avoir de problème. Vous ne devez pas avoir de problème normalement. C'est un cas que vous avez cité. Il y a des Ivoiriens. Mais je peux vous citer. Il y a des Ivoiriens qui remplissent les critères dont il parle là, mais qui n'ont pas pu obtenir la carte nationale d'identité en 2 semaines. C'est un fait. Cher ami, c'est pas parce que vous êtes au RHDP que vous êtes obligé de justifier l'injustifiable. Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans un pays où il y a beaucoup d'anomalies, surtout au niveau de la documentation. Voyez-vous, c'est un réel problème qui existe. Nous pouvons en parler, mais ne faisons pas comme si tout était normal. Voilà. Vous pouvez dire qu'il y a des Ivoiriens qui ont obtenu leur carte nationale d'identité en 2 semaines. Le dispositif aujourd'hui, c'est 2 semaines. Mais il y a une réalité. Et cette réalité-là, c'est que nombreux sont ces Ivoiriens-là qui remplissent tous les critères et qui font la demande. Ce n'est pas vrai. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Je voulais que vous me prouvez le contraire. Ce n'est pas juste. Non, monsieur, je sais qu'au RHDP, vous avez une énorme dette envers la vérité. Ça, je le sais. Mais reconnaissons quand même ce qui est juste. Voyez-vous? Alors, vous revendiquez aussi, hein, M. Guillaume Wangui, le droit de vote à partir de 16 ans. Est-ce que c'est ce que dit la Constitution ivoirienne? Non. C'est pas la Constitution. Justement, lors de notre dernier congrès, le 26 novembre dernier, nous avons adopté cette résolution-là. Et il a été dit que nous devons ouvrir le débat. Voilà, nous ouvrons le débat afin de pouvoir attirer l'attention des uns et des autres sur la capacité des jeunes de 16 ans à pouvoir choisir et de décider de l'avenir et du devenir de leur pays. Voyez-vous, en 1960, l'âge du vote était fixé à 21 ans. Et en 2000, avec l'avènement de la Constitution de 2000, nous sommes passés à 18 ans. Mais entre ces deux périodes, si vous remarquez bien, c'est que l'âge qu'avaient nos jeunes frères quand ils accédaient en terminale ou à l'université, c'était soit 21, c'était soit 18. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a une autre réalité. Nos jeunes frères de 16 ans, ils sont en terminale. Il y en a d'autres même qui ont le bac. Voyez-vous? Donc, nous estimons qu'il faut adapter le droit ivoirien à l'évolution de la société. La société évolue et nous devons évoluer avec la société. C'est en cela que nous ouvrons le débat sur le rabaissement de l'âge de la majorité électorale. Ça n'existe pas uniquement que... Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement que nous le demandons. Ce sont des principes qui existent déjà dans certains pays européens. Vous me direz peut-être que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Europe et que la Côte d'Ivoire, c'est réalité, que comparaison n'est pas raison. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Mais savoir reconnaître l'évidence est, de mon point de vue, le commencement de la sagesse. Bien, rabaisser l'âge de la majorité à 16 ans. En 1960, nous étions à 21 ans pour le droit de vote, 2018 ans. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes pour cette proposition du COJEP? Ce sont des propositions du COJEP. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire... L'État de Côte d'Ivoire va analyser. Nous, on n'a pas de problème avec cela. Vous qui actuellement menez des actions pour pouvoir avoir des millions d'électeurs pour les RHDP, nous, pour le moment, on s'en tient à ce qui existe déjà. Et 18 ans, c'est ce qui est recommandé par la Constitution maintenant. Et nous, on s'en tient à cela et nous travaillons à cela. On n'a même pas encore fini d'inscrire ceux qui ont 18 ans. On ne va pas aller ouvrir un autre débat de 16 ans. Mais si cela arrivait, il n'y a pas de problème. J'aimerais ajouter quelque chose, M. Diabagaté. Vous le savez sans doute, peut-être que je vais me répéter, mais le RDR en son temps, RDR qui est devenu RHDP aujourd'hui, en son temps, avait aussi milité pour que l'âge de la majorité puisse être rabaissé à 18 ans, quand c'était encore à 21 ans. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que tout est dynamique. Oui, moi, je n'ai pas de problème avec cela. Non, je suis juste en train de vous dire que la proposition du COJEP aujourd'hui, n'est pas nouveau dans la sphère politique ivoirienne, puisqu'il y a des années en arrière, le RDR devenu RHDP aujourd'hui avait aussi voulu que l'âge de la majorité puisse être baissé à 18 ans. Nous, on n'a vraiment pas de problème avec cela. Je viens dans le même sens que vous. Oui, c'est pour vous dire que ce que vous avez fait hier, aujourd'hui, nous, voilà, tout simplement. Je n'ai pas condamné cela, ce que vous faites. Je n'ai pas condamné. Je ne dis pas que vous avez condamné, cher ami. Mais je dis que moi, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est factuel, c'est 18 ans.
nous allons aller chercher tous ceux qui ont 18 ans pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire va analyser leurs propositions. Et puis bon, si c'est adopté, ce sera pour tous les Ivoiriens, ce ne sera pas pour le COJEP seulement. Justement. Bien, des partis politiques ivoiriens de l'opposition ont demandé il y a quelques semaines une réforme profonde du système électoral ivoirien. Vous, comment vous avez accueilli cette information, cette nouvelle-là? Moi, quand il parle de réforme, je ne sais pas de quoi cette opposition veut parler. C'est qu'il y a problème au sein de la CEI. Moi, je ne sais pas réellement de quoi on parle. Bien, on va permettre à Guillaume alors de... Ok, monsieur Sidik, merci bien de me donner la parole. De quoi parler? Nous avons appelé à la réforme en profondeur du système électoral même. Voyez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le système est à revoir? Justement, je vais en venir. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a que 3 minutes. Toutes les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire sont des crises liées aux élections. Et l'organe qui a en charge les élections, c'est bien évidemment la CEI. La CEI a donc une grande part de responsabilité dedans. Voyez-vous, nous vivons dans un pays où on demande, lors d'un match à SEC Africa, on demande aux joueurs d'être à la fois arbitre et joueur. Ça ne peut pas marcher. C'est la même chose que pour la CEI. Vous voyez, comment pouvons-nous demander? Qui est l'arbitre? Comment pouvons-nous demander à des partis politiques qui compétissent? Voyez-vous? Mais pour vous rappeler, pour vous rappeler, comme vous aimez bien l'histoire, non, vous n'êtes pas, vous êtes moins discipliné que moi. Non, vous avez parlé de l'histoire, je vais vous rappeler. Quand en Côte d'Ivoire ici, ce n'était pas les partis politiques qui organisaient les élections, c'était le ministère de l'Intérieur. C'est nous-mêmes partis politiques. Non, vous êtes moins discipliné. Vous êtes moins discipliné. Non, c'est vous qui avez pas de discipline, c'est vous qui avez plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos, c'est vous. C'est vous. Vous allez répondre. Laissez qu'il aille vous décider. Allez-y, président. Répondez à la question. Répondez à la question. Oui, vous avez alimenté une rébellion dans ce pays. Vous allez répondre à la question. Allez-y, continuez. Je disais que nous, au COJEP, nous disons que nous n'arrivons pas à comprendre comment des partis politiques qui compétissent pour un butin puissent être à la fois arbitres et joueurs. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que nous revendiquons une CEI véritablement indépendante, déconnectée de toute coloration politique. Mais il y a le FPI, il y a la CEI, il y a le PDC, il y a le RHDP, peut-être même le COJEP. C'est ce que nous dénonçons. Non, le COJEP n'est pas la CEI. Mais il y a d'autres partis d'opposition qui sont au sein de la CEI. Mais nous disons que, nous au COJEP, nous disons que la CEI dans sa composition actuelle n'est pas faite pour pouvoir arranger les choses en 2025. À qui la faute? Eh bien, à tout le système. Et les partis politiques? Tout le monde. Voilà pourquoi nous venons avec une nouvelle proposition. D'accord. Vous voyez, nous disons qu'il y a des personnes indépendantes. Sans partis politiques. Sans partis politiques. Les partis politiques doivent jouer seulement le rôle d'observateur. Mais la CEI, dans sa composition telle qu'elle est, non, nous ne voulons pas de partis politiques. On va aller rapidement avant de revenir à vous. Quels sont les autres points que vous souhaitez qu'il y ait de l'amélioration ou sur lesquels vous avez fait des revendications lors de cette déclaration? Nous avons souhaité, comme je l'ai dit aussi tantôt, pour permettre à ces Ivoiriens-là, à ces 5 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas inscrits à la liste électorale, nous souhaitons que la date, la période de la révision de la liste électorale puisse être prorogée au moins jusqu'à juillet 2025, afin de permettre à tous ces Ivoiriens de pouvoir se faire enrôler. Bien, allez-y, M. Diabagate. Moi, quand j'écoute M. Guillaume, vraiment, je suis vraiment surpris. C'est lui qui avait parlé d'histoire ici. Je lui ai dit que depuis les histoires des élections, ce n'est pas une commission électorale qui organise les élections. C'était le ministère. C'était le ministère. Vous n'avez pas de discipline, vous voyez? Votre indiscipline, c'est dans votre ADN. C'est dans votre ADN. Je vous ai laissé, je vous ai écouté tout à l'heure. Je vous ai écouté tout à l'heure. Je vous ai écouté tout à l'heure. C'est le RDR, RHDP. Merci, nous le savons tous dans ce pays. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à l'image de votre parti. Vous êtes à l'image de votre organisation. Je ne vous entends pas. Le désordre dans ce pays est venu de la part du RDR, devenu RHDP aujourd'hui. Vous avez bien compris. Ce n'est pas le contemporain de l'histoire de notre pays. Vous êtes votre président. Il est quitté où? Ce n'est pas Charles Goudé qui a dit que je frapperai ce pouvoir. Oui, mais c'est lui qui a amené les jeunes. C'est lui qui a
armé les jeunes à Bouga. C'est lui qui a armé les jeunes à Bouga. C'est lui qui a donné l'ordre aux jeunes de brûler les jeunes. De brûler les jeunes à N'importe quoi. Vous racontez des âneries. Merci bien, M. Diabagate, M. Wangui, merci. Merci, on vous a bien compris, ce n'est pas le sujet du jour. On parlait ensemble, on ne vous entend pas du tout. On va permettre à M. Diabagate rapidement d'aller au bout de ses idées. Donc je disais que c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections et c'est nous-mêmes, partis politiques, qui avons dit à un moment donné que le ministère de l'Intérieur et favorisait le parti qui était au pouvoir. Et on a demandé à ce qu'il y ait une commission électorale indépendante. Bien, et il n'a pas mis cela en doute. Cela a commencé en 2000. Et c'est cette même élection électorale indépendante, dirigée par Honoré Dié, qui a permis à leurs anciens alliés, aujourd'hui ils sont en palabre, d'être président de la République et de Laurent Gbagbo de façon calamiteuse. Il le sait. Donc cette histoire-là, on revient, c'est-à-dire que quand ils ne sont pas des acteurs premiers, quand ils ne sont pas au pouvoir, il faut mettre en cause tout ce qu'eux-mêmes, ils ont participé à installer. Donc vraiment, je suis vraiment étonné quand aujourd'hui on vient me dire ce qu'ils sont en train de me raconter là. Bien. Ce n'est pas alors, juste, ce n'est pas vrai. Dernière question pour vous. Comment allez-vous arriver à recenser 1 million d'électeurs pour le RHDP en 2025? Non, pour recenser les 1 million... En un mois? Non, nous on n'est pas... Dans les 1 mois, nous, on va faire notre travail. Le travail, c'est de sensibiliser. Comme je l'ai dit, c'est nous, les partis politiques. C'est nous, les mouvements proches des partis politiques qui devons faire la sensibilisation parce qu'au finish, on veut gagner les élections. Donc, c'est à nous de faire la sensibilisation. Donc, c'est plus la sensibilisation. Plus la sensibilisation. Aller partout en Côte d'Ivoire, aider ceux qui ont des problèmes de documentation. Les aider. Aujourd'hui, l'État a pris un décret aujourd'hui pour faciliter à toutes ces personnes qui n'ont pas d'extrait gratuitement pour le faire. Donc, il faut encourager cela. Il faut aller vers ces populations pour que le gap soit vraiment rempli. Voilà ce que bien, merci à vous, Monsieur Diabagate Youssouf, président du collectif des organisations de jeunesse pour la victoire du RHDP en octobre 2025. Vous étiez sur ce plateau pour parler des débats qui ont lieu autour de la révision de la liste électorale 2025. Nous espérons vous revoir très prochainement pour d'autres débats sur les antennes de Reflet TV, une chaîne ouverte à tout le monde. Alors, nous allons marquer une courte pause publicitaire pour vous accompagner et bonne semaine à vous. Merci. Voilà, nous sommes dans la seconde et dernière partie de cette émission. Nous sommes rejoints en plateau par Eric Bayala, journaliste, analyste et consultant sur Entre Deux News. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir Sidi. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, quelle réponse politique pour satisfaire les besoins des jeunes en Côte d'Ivoire? Que répondrez-vous? Est-ce que le RHDP aujourd'hui a réussi à apporter des réponses satisfaisantes aux besoins des jeunes ivoiriens? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il mérite de faire le distinguo entre le RHDP en tant que parti politique et puis la politique générale menée par le gouvernement. Bien, le RHDP au pouvoir. Le RHDP en tant que actuellement. Le RHDP en tant qu'organisation politique ne donne pas du travail à la jeunesse. Bien ça, on le sait. Le gouvernement ivoirien. Maintenant, en ce qui concerne le gouvernement ivoirien, avant de répondre à cette question, parce que les approches ou ce que j'allais appeler les différents mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir absorber le taux de chômage au niveau de la jeunesse est devenu tellement important en termes parce que les jeunes qui frappent aux portes de l'emploi, il faut dire que la masse est importante. Mais avant de résoudre cette question, il est intéressant de remonter un peu dans le temps, parce que depuis les crises de 2000, il y a eu qu'au sein même des appareils politiques, il a été difficile de renouveler les organes politiques. Or, le renouvellement des organes politiques participe à faire monter les générations inférieures à une classe un peu plus, supérieure. Or, il se trouve qu'avec les crises, les partis politiques sont restés dans une léthargie. Il n'y a pas eu de renouvellement de la classe. Donc, tous ceux des jeunes qui sont venus jusqu'à un certain niveau, il n'y a pas eu le passage de flambeau. Et donc, ça a créé un engorgement assez important. Pour adresser donc la question au niveau de l'emploi au niveau des jeunes, en ce qui concerne la politique menée par le gouvernement, vous vous souviendrez qu'il y a eu une réorganisation donc, du ministère de la fonction publique qui organise chaque année des concours pour la fonction publique. Et donc la fonction publique recrute un maximum de jeunes au niveau de la fonction publique. À côté de ça, il y a les différents concours administratifs, il y a les concours au niveau du CAFOP,
au niveau de l'INFAS, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Et ce sont des nombres importants de postes qui sont pourvus chaque année, cela pour permettre à ce qu'on puisse absorber. Mais à côté de ça, l'État lui-même a mis en place le Fonds Jeunes. Et l'année 2023 a été décrétée l'année de la jeunesse. Avec le Fonds Jeunes, aujourd'hui, vous voyez les statistiques, bon nombre de jeunes ont été au guichet de ce fonds-là pour pouvoir employer, pour pouvoir s'auto-financer, pour pouvoir financer les différents projets de ces jeunes. Mais le problème lui-même réside dans le fait que très longtemps, il y a une politique qui a consisté à dire le retour à la terre. Et le retour à la terre a été perçu, c'est un thème qui a été galvaudé dans son essence, parce que les gens ont tendance à comprendre que quand on dit retour à la terre, c'est un recueil de tous ceux qui auront échoué en ville ou bien qui ont manqué leurs études, et donc pour leur donner une seconde chance, il faut retourner à la terre. Pourtant, c'est faux. Cultiver la terre, c'est une vocation, c'est un mécanisme même qui participe aux jeunes de pouvoir se réaliser, de pouvoir entreprendre. Et aujourd'hui, avec l'école de la seconde chance qui est instituée par le gouvernement, avec les différents programmes, la terre aujourd'hui n'est plus perçue comme une seconde chance ou bien n'est plus perçue comme un réceptacle de tous ceux qui auront échoué. Mais aujourd'hui, cultiver la terre, c'est une vision qui est bien, qui participe effectivement à l'amélioration, sinon à l'émancipation des jeunes. Donc en clair, il y a assez de mécanismes qui ont été mis en place en ce qui concerne le gouvernement pour permettre donc à cette jeunesse-là de pouvoir avoir de l'emploi. Est-ce que ça a apporté une bonne réponse? Une bonne réponse, ça dépend de là où on se situe. Parce que est-ce que ça résout un problème? Vous n'allez pas du chômage des jeunes, vous n'allez pas me dire que l'immigration clandestine. Vous n'allez pas me dire que quand on organise des concours et on prend 400 personnes par exemple pour la police, pour la gendarmerie, il y a des concours pour la fonction publique, pour l'INFAS, il y a des fonds pour accompagner les jeunes, vous n'allez pas dire que ça ne résout pas des problèmes. Ça résout des problèmes. Mais comme je l'ai dit tantôt, la masse est tellement importante, ceux qui frappent à la porte des différents guichets qui sont mis en place par l'État, la masse est importante du fait que les politiques antérieures n'ont pas participé véritablement à résorber ces questions-là. Donc, le mercure monte crescendo et aujourd'hui, nous sommes à même de dire que la politique qui est mise en place participe bien évidemment à pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'en sortir. Bien, Guillaume Wangui, est-ce que la réponse politique du gouvernement actuel satisfait les besoins des jeunes? Beaucoup de dispositifs sont mis en place. On a vu l'année de la jeunesse, on a vu également le PS-Gouv, on a également le PJ-Gouv, tout ça. Est-ce que c'est des réponses satisfaisantes pour vous? Avant de parler de satisfaction, je pense qu'il est important de faire le bilan des politiques de jeunesse sous les différentes gouvernances. Vous voyez, en 1963, sous le président Félix Houphouët-Boigny, la politique était axée sur le développement et la modernisation de l'économie. Du coup, le président Félix Houphouët-Boigny a mis l'accent sur la formation professionnelle et technique. Et nous avons eu des résultats. Il était question pour lui de préparer la jeunesse ivoirienne à affronter le marché de l'emploi. Il y a eu des bourses d'études qui ont été octroyées à de nombreux jeunes Ivoiriens pour aller étudier à l'extérieur. Ici, au plan local, la construction de nombreux édifices, notamment des centres de formation professionnelle et technique. Le président Feu Henri Konan Bédié, en 1993, s'est inscrit dans la même dynamique, avec à la clé les fonds sociaux. Ces fonds sociaux-là étaient destinés à financer les projets des jeunes. Malheureusement, un 24 décembre 1999, un malheureux coup d'État est venu mettre fin à tous ces efforts-là. Le président Laurent Gbagbo, quant à lui, est élu en 2000. Il n'a cessé de promouvoir l'éducation avec des efforts qui ont été consentis pour pouvoir augmenter le taux de scolarisation. Il y a eu aussi la construction de nombreuses écoles et tout. Mais malheureusement, encore un 19 septembre 2002, un coup d'État transformé en rébellion meurtrière est venu aussi là encore mettre fin aux efforts du président Gbagbo. Le président Alassane prend les rênes du pouvoir en 2011. Il apporte de nombreuses réformes, notamment au niveau de l'enseignement professionnel et technique. Il met en place, comme mon aîné tentait de le dire tout à l'heure, des fonds pour les jeunes. Et il y a la création de l'agence emploi jeune. 2023 a même été décrété année de la jeunesse. Vous voyez, il y a des efforts qui ont été consentis, il faut le reconnaître. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant face à l'augmentation démographique et puis au chômage grandissant. Voyez-vous, mais le véritable problème même réside dans la formation. Le véritable problème réside dans la formation. Les Ivoiriens sont mal formés. Pourquoi je le dis? Parce que la formation aujourd'hui n'est pas toujours adaptée aux besoins de l'emploi, ce qui crée un déséquilibre sur le marché de l'emploi. Avec
Où la formation était mieux avant que maintenant? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis nous devons améliorer. Puisque j'ai rappelé, voilà, nous devons améliorer, nous devons nous inscrire dans une dynamique d'amélioration. Parce qu'on ne va pas nier les efforts du gouvernement, voilà, et aussi les efforts des gouvernements précédents. Mais je dis simplement qu'il y a un constat en Côte d'Ivoire, c'est que la formation n'est pas toujours adaptée aux besoins de l'emploi. Ce qui crée un déséquilibre sur le marché du travail, avec d'un côté les compétences au fait et de l'autre côté les exigences des employeurs. Voilà pourquoi nous, au COGEP, nous demandons la réforme du contenu même de la formation afin de la rendre en adéquation avec le besoin de l'emploi. Allez-y. Oui, si cette question, je pense que le COGEP est en train d'enfoncer une porte déjà ouverte, parce que vous vous souviendrez qu'en ce qui concerne la réforme des curricula, ça a été déjà engagé. Tout récemment, même Madame la ministre de l'Éducation nationale, en rapport avec le patronat ivoirien, ont essayé de voir d'abord dans un premier temps comment créer cette adéquation-là entre le contenu des formations que nous appelons les différents curricula et le besoin de l'entreprise. Mieux, aujourd'hui, si vous voyez très bien, le Premier ministre a été visiter le centre de formation professionnelle de BMP. Il y a beaucoup de centres de formation professionnelle aujourd'hui qui sont en train de voir le jour. Et ces centres de formation ont pour vocation de répondre aux attentes des entreprises en mettant sur le marché, sinon en proposant des formations qui répondent aux besoins des différentes entreprises. Et c'est pour cela qu'en termes de formation, comme il a dit, j'ai souscrit à ce qu'on appelle entièrement, il y a des politiques qui sont déployées pour que, de nos jours, les entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire, en fonction de leurs besoins, on ait des formations adéquates. Vous regarderez, vous vous souviendrez également que dans la formation de tout ce qui est brevet de technicien supérieur, il y a beaucoup de filières qui sont supprimées parce que ces filières-là ne répondaient pas aux besoins du marché de l'emploi. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, bien évidemment, l'État a déjà amorcé cette dynamique-là et je pense que dans les années à venir, sur le marché de l'emploi, on aura des Ivoiriens formés aux besoins des entreprises qui s'installent, avec la découverte en termes de compétences et puis de nos exploitations minières qu'on vient de trouver tout et tout. Et donc, il y a des écoles. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des infrastructures en termes de BTP. Bien évidemment, il y a également des centres de formation professionnelle, tant bien qui sont promus par le secteur public, mais l'État fait des dispositions selon des facilitations pour permettre également au secteur privé de s'installer dans la formation pour que, in fine, on ait sur le marché de l'emploi des jeunes Ivoiriens qualifiés, formés, qui répondent donc aux besoins du marché. Solution est en train d'être trouvée pour l'inadéquation entre formation et emploi. Mais comment expliquez-vous le fait que certains jeunes Ivoiriens partent à l'aventure, t'as dit, deviennent et font l'immigration clandestine, pardon? Qu'est-ce qui explique cela? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais répondre sur quelque chose qu'a dit mon aîné concernant le concours de la fonction publique qui contribue bien évidemment, qui permet aux jeunes d'avoir de l'emploi. C'est vrai, mais nous devons noter aussi que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Et il faut mettre en place une réelle politique de l'entrepreneuriat. Mais en Côte d'Ivoire, nous constatons aussi que l'entrepreneuriat est miné en griffe, tout simplement parce que quand vous êtes une jeune entreprise et que vous êtes une PME, je le dis, vous allez par exemple vers une banque pour avoir ne serait-ce qu'un prêt, pour pouvoir fructifier votre activité. Eh bien, ces banques-là nous disent simplement qu'il faut avoir peut-être 1 an d'existence ou 2 ans d'existence. Et même quand vous avez ces 2 ans d'existence, on vous demande encore des garanties qui couvrent 2 à 3 fois le prêt que vous devez vous souhaiter. Donc, les banques en Côte d'Ivoire ne prêtent pas. C'est des banques de dépôt, mais pas des banques commerciales, pas des banques d'investissement. Le deuxième problème aussi lié à l'entrepreneuriat, c'est bien évidemment que la plupart des entrepreneurs ivoiriens n'ont pas toujours accès au marché public, tout simplement parce que ceux qui sont censés faire les appels d'offres passent par derrière pour créer des entreprises à qui ils octroient ces marchés. Quand vous avez quelques affinités avec ces derniers-là, ils peuvent vous donner un même marché moyennant un pourcentage, ce n'est pas bien. Le troisième problème, c'est la charge fiscale. Vous créez votre entreprise en janvier, en décembre, on vous demande de payer les impôts. Donc voici là des problèmes. Donc les conditions ne sont pas réunies même pour bien entreprendre, c'est ça? Les conditions ne sont pas réunies pour bien entreprendre. Alors on revient à notre Maintenant, sujet. pour revenir à la question dont vous avez parlé, voyez-vous, j'aimerais signifier que la question de l'immigration n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Il faut le noter, c'est une question qui touche toute l'Afrique. Mais nous, Africains, nous devons apprendre à être fiers de nous-mêmes. Nous devons apprendre à valoriser ce que nous avons ici. C'est ce que nous sommes. Vous voyez-vous, moi j'ai mal quand je vois nos frères aller mourir dans la Méditerranée. Parce que simplement, on leur a fait miroiter que pour réussir sa vie, il faut aller en Occident. Ce n'est pas toujours vrai. On peut rester ici et puis réussir. La bureaucratie n'est pas le seul moyen de réussite.
mon aîné est en train de parler d'agriculture tout à l'heure, mais concernant même l'agriculture, il y a un thème péjoratif aussi qui a été collé à l'agriculture. Quand un jeune décide aujourd'hui d'aller travailler la terre, on dit qu'il a fait un retour à la terre. Mais être agriculteur, ce n'est pas un métier de seconde zone. Vous voyez, ce n'est pas un métier de seconde zone. Il y a même des agriculteurs qui sont plus nantis que les bureaucrates. Moi, j'en connais, j'en ai des amis qui sont agriculteurs, voyez-vous. Donc, en un mot, il faut crier chez nous ce que nos frères vont chercher ailleurs. Tout simplement. Bien. Il faut apprendre à valoriser ce que nous avons. Bien, Eric Bayala, est-ce que les conditions pour permettre aux jeunes entrepreneurs de mieux exercer leurs différentes activités sont réunies aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle? Non, mais quand vous regardez déjà même tout le monde, je pense que c'était le 5 août dernier, nous avons eu la cérémonie de l'excellence en Côte d'Ivoire, présidée par le chef de l'État, qui fait la promotion des champions nationaux dans tous les domaines d'activité. Cela est une volonté manifeste, politique, de pouvoir mettre si vous voulez, de pouvoir créer les conditions pour que tous ceux qui veulent entreprendre en Côte d'Ivoire puissent s'en sortir. Mais vous savez, quand quelqu'un a déjà une idée à arrêter, pour lui, aller en Europe, c'est l'Eldorado. Or, ceux qui y sont souffrent. Ils ne disent vraiment pas la vérité aux autres. C'est ça le véritable problème. Mais sinon, comment vous comprendrez que si nous qui sommes l'Afrique et que nous sommes dans un monde de paupérisation avancée et que ici ce serait entre griffes comment on appelle ça, la résidence du diable, comment expliquez-vous que les Occidentaux qui sont les plus nantis, à chaque fois viennent frapper à la porte de nos gouvernements pour créer des entreprises, pour parler en termes d'investissement? C'est pour dire que nous avons les ressources qu'il faut. Aujourd'hui, c'est un appel à la conscience collective que nous lançons au niveau de la jeunesse, pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour entreprendre. Mais ce que je voulais rappeler à l'endroit de M. Wangui, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dispositions fiscales qui font que quand vous créez une entreprise, vous avez ce qu'on appelle l'exonération fiscale. L'exonération fiscale n'intervient pas après, on appelle ça, avant 2 ans, en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a des situations qui ont été créées, sinon il y a des mécanismes qui sont mis en place pour favoriser cela. Et quand il y a le fonds de l'emploi jeune mis en place, pour aider à ce que chaque jeune qui a un projet puisse véritablement bénéficier de ces fonds-là. Il a parlé du côté au niveau des banques qui refusent de prêter. Mais derrière, en instituant le fonds jeune constitue, si vous voulez, cette garantie que recherchent les banques désormais. Et je pense que le fonds, il était un peu plus de 10 milliards de cautionnements qui avaient été déposés à la BNI. À partir de ce fonds-là, on pouvait donc permettre aux jeunes qui veulent entreprendre d'avoir des prêts et ce fonds-là constituait la garantie. Mais naturellement, il y a des jeunes qui ont accès à ces fonds, au lieu de les utiliser à bon escient, certains, à l'image des fonds sociaux qui ont été vraiment, si vous voulez, l'arnaque du siècle, parce que tous ceux qui ont pris les fonds sociaux, personne n'a remboursé. Ceux qui ont pris les fonds sociaux, ce sont les fonds-là qui ont constitué les prix d'achat des billets d'avion pour aller, on appelle ça, à l'extérieur, pour aller en Occident. Et pour ne pas tomber dans les mêmes travers aujourd'hui, on a essayé de resserrer la palette des sélections pour tous ceux qui viennent au guichet des fonds sociaux. Se rassurer que, de l'emploi jeune, pour se rassurer qu'une fois que vous avez le fonds, ce pourquoi vous avez demandé le fonds, on va donc vous faire suivre jusqu'à ce que vous arriviez à rembourser. Parce qu'une chose est d'avoir accès au fonds, mais une autre est de savoir disposer de ce fonds-là pour que vous puissiez rembourser à date, pour permettre à ceux qui sont après vous de pouvoir disposer de ces fonds. Donc, en clair, les mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui permettent aux jeunes qui veulent véritablement entreprendre de pouvoir s'en sortir. Et c'est pour cela qu'en instituant la journée de l'excellence, le chef de l'État lui-même donne le temps pour faire la promotion des champions nationaux dans tous les domaines, pour dire que l'État est là pour accompagner. Et ceux qui se donnent véritablement dans cette politique de pouvoir entreprendre, ils ont la récompense de la nation. Bien, il y a aussi le manque de confiance de certains jeunes vis-à-vis des dispositifs qui sont mis en place en Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Jeunesse. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon aîné a dit... Cette méfiance-là, et puis qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir... Oui, tout à l'heure, mon aîné a parlé d'exonération fiscale. Moi, j'aimerais savoir depuis quand cette exonération fiscale-là existe. Parce que moi, je suis chef d'entreprise depuis 2018. Et il y a des amis, des compatriotes qui ont créé leur entreprise en 2022, en janvier 2022. En décembre... on leur a demandé de payer des impôts. Donc, j'aimerais bien savoir depuis quand l'exonération fiscale... Janvier 2022, décembre, ça fait déjà un an. Oui. Justement. Et donc, si vous avez créé votre entreprise en janvier 2022 et que c'est un an après,
ben, il y a eu un an après, ça fait 12 mois. Donc vous Mais avez, l'année fiscale, c'est 12 mois. vous avez laissez-moi finir, vous avez exercé pendant 12 mois. Maintenant, la déclaration fiscale d'existence, à partir de laquelle on vous fait... C'est normal. La déclaration fiscale d'existence, à partir de laquelle on vous fait cette imposition-là, ça dépend. Parce que quand vous créez votre entreprise, en tant que jeune, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour bénéficier de l'exonération fiscale. Mais quand vous créez votre entreprise et que vous commencez à exercer, et que vous commencez à faire votre déclaration en termes, en fait, ce qu'on appelle vos différents bilans, tout ce que vous déposez, et que vous dites que non, j'ai créé mon entreprise. Parce qu'il ne faut pas finir d'exercer, de commencer à exercer avant de faire la demande de l'exonération. C'est à la création de votre entreprise que vous partez aux impôts et vous dites que je suis jeune Ivoirien, je viens de créer mon entreprise et voici, je veux bénéficier donc d'une exonération fiscale. Et il y a cette disposition-là que la loi permet pour que les entrepreneurs nationaux puissent bénéficier de cette exonération fiscale. Cher Annie, moi j'aimerais bien avoir cette loi et toutes ces dispositions dont vous parlez. Parce que aujourd'hui, comme je le disais tantôt, vous avez parlé d'année fiscale. L'année fiscale, c'est 12 mois. Donc ce n'est pas une exonération qu'on vous a octroyée. Normalement, quand vous travaillez de janvier à décembre, les 12 mois font l'année fiscale et vous devez payer les impôts. Par contre, il y en a d'autres qui ont un impôt forfaitaire. On peut vous dire, par exemple, que l'année, vous payez 400 000. Et ces 400 000-là, vous pouvez les échelonner sur les 12 mois. Mais ceux qui sont au réel simplifiés, comme nous autres, nous payons les 18% de TVA. Vous voyez, donc, comme j'étais en train de le dire, quand vous créez en janvier, en décembre, on vous demande de payer les impôts. Oui. Maintenant, si il y a une disposition qui existe, moi, je ne suis pas informé. Voyez-vous. Non, mais si vous permettez, hein, parce que quand vous prélevez la TVA, quand on vous demande de la reverser, la TVA, ce n'est pas vous qui payez l'impôt. Non, mais justement, ce n'est pas... C'est-à-dire que vous avez participé à collecter cet impôt-là que vous reversez à l'État, qui n'a absolument rien à voir à faire que vous-même ce que vous devrez payer en tant qu'entreprise. Oui. Donc le fait que vous payez la TVA un an après, c'est-à-dire à la clôture de l'année fiscale, vous n'allez pas dire que vous avez été imposé. Mais vous voyez que c'est ce qui crée beaucoup de fraude au niveau de la fiscalité. Voyez-vous, je suis une jeune entreprise. Déjà que les banques refusent de me prêter. J'ai un client qui peut-être me dit « Ah, j'ai 200 000 pour réaliser son édifice. Vous voyez-vous, mais vous convenez avec moi que c'est dans ces 200 000-là que je vais enlever les 18% qui reviennent à l'État. Vous voyez, donc ça pèse déjà sur l'entrepreneur lui-même. Non, ça pèse déjà sur l'entrepreneur. Ce que nous disons, si cette disposition-là existe, elle est la bienvenue, mais nous souhaitons qu'elle soit renforcée. Parce que pour permettre, moi je suis entrepreneur, pour permettre à une entreprise de s'implanter véritablement, il faut au moins 2 ans. Vous voyez, il faut au moins 2 ans. Maintenant, pour renchérir sur la question des banques, les banques en Côte d'Ivoire sont les banques de dépôt. Je suis désolé de le dire, mais les banques ne prêtent pas. Les fonds dont M. Bayala a parlé tout à l'heure, c'est vrai, ces fonds-là existent, mais comment est-ce que ces fonds-là sont utilisés? Bien. Il y a cette question qui existe. Tous ces paramètres ne permettent pas à certains jeunes de Non, nous ne nions pas qu'il y a des dispositions qui sont mises en place. C'est difficile l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire. Et puis l'accès au marché public, surtout ça. Alors on va revenir à la question quant à tout cas, aux jeunes qui ne s'intéressent pas aux dispositifs mis en place, mais on va permettre à M. Bayala de rebondir rapidement sur cette question. Allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est que quand je ne suis pas moi-même entrepreneur, hein, je n'ai pas d'entreprise, mais pour ce que je sais, parce que en tant qu'homme des médias, il est important d'avoir des notions transversales sur toutes les questions de notre société. Mais quand vous avez un marché de 200 000 francs, on ne vous demande pas à vous de payer, sinon d'enlever... Je suis d'accord, cher René. Voilà, d'enlever 200 000. Le client ne sera pas prêt à payer les 18%. Mais justement, donc vous êtes obligé d'enlever dans votre 200 000. Non, le problème, ça dit que être à la quête de marché de façon perpétuelle nous amène très souvent de nous faire harakiri. Et cette disposition fait que, autant vous le faites, le voisin d'à côté également le fait. Et donc ça fait que si le client vous a échappé, il peut peut-être se retrouver chez le voisin. Et comme vous refusez cela, vous décidez de faire le sacrifice de payer moins que ça. Or, la disposition de la loi dit que, en plus de ce que vous avez collecté, celui qui vient payer ou qui vient soumettre, c'est lui qui paye la TVA. Donc, si vous adoptez cette disposition, que le voisin a cette disposition, donc ça participe à un civisme fiscal. Pour que toutes les
les entreprises comprennent qu'il ne faut pas faire de sacrifices pour se faire harakiri, pour dire ensuite que l'État ne nous accompagne pas. Si tout le monde est unanime que les 18%, ce sont des charges fiscales que nous prélevons pour reverser à l'État, et cela ne doit pas impacter sur nos chiffres d'affaires. Merci, mais M. Bayala. Alors, on ne comprend pas ça de cette manière. Chacun fait le sacrifice pour dire, bon, si je l'ai laissé, peut-être il va aller ailleurs. Bien, dernière question pour terminer. On n'a pas le temps, on a moins de 1 minute 30 pour terminer, malheureusement. Il y a un manque de confiance vis-à-vis des dispositifs mis en place par le gouvernement ivoirien. Comment vous expliquez cela et puis quelle réponse apportez-vous? Moi, c'est un appel que je peux lancer à nos amis jeunes. Voyez-vous, ce n'est pas parce que l'agence emploi jeune existe sous le président Ouattara qu'il faut forcément boycotter. Non, puisque l'agence emploi jeune, comme je le disais tantôt, est mise en place pour aider les jeunes Ivoiriens sans emploi à obtenir de l'emploi. Mais ce qui nous revient le plus souvent, c'est que ces jeunes-là sont mis simplement aux portes des entreprises. Quand je dis ces jeunes-là sont mis aux portes des entreprises, c'est-à-dire qu'on peut vous envoyer peut-être 3 stagiaires. L'agence emploi jeune paye leur salaire à moitié prix et vous payez le reste. Maintenant, après 3 mois de stage, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes-là sont remis. Mais déjà, il y a une première expérience que ces jeunes acquièrent. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà pourquoi, il y a l'autre cas. Voilà pourquoi j'invite l'ensemble des jeunes, vraiment, j'invite l'ensemble des jeunes ivoiriens à aller vers ces organismes-là qui sont censés nous donner de l'emploi. Bien, il y a surtout le financement, en fait. Quand on dit à un jeune, allez-y vers l'agence emploi jeune pour présenter votre projet, peut-être que vous allez bénéficier d'un financement. Tout de suite, ça, je ne crois pas, en fait. Non, nous ne devons pas nier aussi que l'agence emploi jeune a financé certaines personnes. Moi, j'en connais particulièrement. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a certains qui ont bénéficié de fonds, mais après qui ont disparu. Vous voyez? Donc, c'est vrai d'accuser l'agence emploi jeune, mais nous-mêmes, nous devons nous remettre en cause aussi. Surtout ceux qui ont pris des prêts et qui ne les ont pas remboursés. Voilà. L'agence emploi jeune est mise en place pour la jeunesse ivoirienne. Elle n'appartient pas, en tout cas pour ce que je sais, à un clan. C'est clair. Voilà, c'est pour l'ensemble des Ivoiriens. Donc, si nous constatons des anomalies, nous pouvons en parler, mais nous ne pouvons pas boycotter. Parce que j'estime que quand le président Ouattara même ne sera plus, le prochain, si c'est le président Chablé Goudé qui prend le pouvoir, nous continuerons. Voilà, parce que l'État, c'est une continuité, en y apportant des améliorations, bien évidemment. Bien, donc en somme, pour vous, la réponse politique du gouvernement actuel en matière de politique jeune est satisfaisante. Il faut juste faire des améliorations. Non, je ne dirais pas qu'elle est satisfaisante. Je disais que des efforts ont été consentis et nous devons... Elle n'est pas satisfaisante alors? Des efforts ont été consentis. Oui, ça, des efforts ont été consentis et il faut améliorer ce qui est satisfaisante. Sur une échelle de 10 voilà, de 0 à 10, je dirais que le gouvernement a fait des efforts quand même jusqu'à 3. 3 sur 10. Oui, 3 sur 10. Elle n'est pas satisfaisante. Voilà. Vous imaginez votre enfant qui a 3 sur 10 à l'examen. Mais voilà pourquoi je dis qu'il faut améliorer. On vous a bien compris. Réponse pas satisfaisante de la part du gouvernement actuel depuis 2011 en matière de politique jeune. Parce qu'il faut tenir compte aussi de l'augmentation démographique. Votre réaction pour terminer cette partie? Non, je pense que c'est vrai. Si les gens reconnaissent que des efforts ont été consentis, nous ne disons pas que nous sommes arrivés au paroxysme des efforts. Mais une chose est sûre, il y a une bonne volonté pour amener à régler le problème du chômage. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'on se situe à une échelle de 10 à 3%. Le 10, je ne suis pas vraiment d'accord pour dire que les choses, même, il n'y a aucun pays dans le monde où on ne parle pas de chômage. Donc la notion de 10%, de 10 sur 10 ne saurait exister. Même que vous prenez les grandes puissances, il y a toujours... Mais 3 peuvent exister, oui, mais 3 peuvent exister, mais pas dans le pays qui est le nôtre. Pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les récents, comment on appelle ça, le récent taux de pourcentage du chômage se situe autour de 2,2%, comme l'a dit le ministre de la Jeunesse. Et donc, si on se situe à 2,6% au regard des chiffres officiels, parce que moi, je ne travaille pas au ministère de la Planification. Et donc, tous ceux qui sont en charge des questions de la statistique pour pouvoir approuver les politiques macroéconomiques qui sont mises en place, et quand ils donnent des chiffres, qui suis-je, moi, Ivoirien lambda, de douter des institutions de la République? Et donc, le taux de chômage en Côte d'Ivoire est à 2,6%. Si nous sommes à 2,6%, on ne peut pas se retrouver à 3 sur 10. Nous sommes aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara dans la politique qui a été mise en place et avec les efforts
qui ont été reconnus par M. Wangui sur ce plateau, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 7%, sinon aussi 7 sur 10. Bien, c'était terminé, mais vous allez rebondir. Je vous ai entendu dire que les chiffres sur le chômage... Ça, c'est votre droit. Oui, ça m'engage. Mon aîné a dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire... Non, vous savez, nous ne sommes pas dans la comptabilité. Nous sommes sur le terrain. Vous voyez... Et c'est propre à beaucoup de pays pauvres. Nous sommes au contact des populations. Nous sommes au contact des jeunes. Avec l'augmentation démographique, on ne peut pas nous dire que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2,6%. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous mettez dans la balance pour apprécier le taux de chômage? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Même un chômeur. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Laissez-moi terminer, cher aîné. Laissez-moi terminer. Non, je veux mettre de l'eau dans votre moulin. Non, vous n'avez pas besoin. Ok, allez-y alors. Vous voyez, je disais que nous sommes au contact des populations. On va aller un peu vite. Voilà, nous sommes au contact des populations. Et les chiffres qui ont été donnés ne correspondent pas à la réalité du terrain, tout simplement. Vous voyez, le gouvernement, le disant, est en train de faire en même temps de la pub pour je dirais, pour les élections à venir. Vous voyez, mais les États-Unis sont un taux de chômage de 4%. Le Canada, un taux de chômage de 6%. La première puissance économique mondiale des États-Unis, dont j'étais en train de parler tantôt, est à 6%. Et vous croyez réellement qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un taux de chômage de 2,6%? 6% pour combien de population? Quand nous entrons en contact avec les populations, avec ces nombreux jeunes qui, en longueur de journée, défilent au siège du COGEP pour nous dire nous avons un problème d'emploi, nous avons un problème d'emploi. Non, ce n'est pas vrai. Il y a la situation de sous-emploi et puis un problème d'emploi aussi. Mais aujourd'hui, un jeune qui a une cabine de mobile money ça, c'est un emploi, peut penser qu'il est au chômage, pourtant il n'est pas au chômage. Non, vous savez, c'est ce que je dis. On parle d'emploi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle chômeur. On parle d'emploi lorsque vous avez une situation stable. Quand je parle de situation stable, on ne parle pas de personnes qui ont un contrat de balayer la rue. Je ne minimise pas ceux qui balayent les rues. Voilà. Au contraire, j'admire leur courage et puis leur détermination. Mais on ne peut pas employer quelqu'un pour balayer la rue sur une période de 1 mois et dire qu'on lui a trouvé de l'emploi. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est stable? Est-ce que cela dure dans le temps? Voilà. Bien, ce sera l'objet d'un prochain débat. Malheureusement, nous avons épuisé, en tout cas, le temps de cette partie. C'est la fin. Il y a des gens qui cherchent place au moins maintenant 2 semaines au carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants et invités feront des coups de gueule sur des sujets d'actualité. Voilà, le premier carton de cette émission, c'est avec Eric Bayala. Mon carton rouge va à l'endroit des chauffeurs de Wara, comme on le dit le plus souvent. Vraiment, on remarque à Abidjan que malgré les infrastructures routières que nous avons, le problème de l'embouteillage ne finit pas, on n'arrive pas à résoudre le problème de l'embouteillage. Je pense qu'il faut appeler vraiment à l'esprit civique de ces chauffeurs-là. Quand ils roulent et que vous êtes juste après eux et qu'ils sont ailés par un passager, ils ne prennent pas la peine de au moins chercher à bien stationner pour prendre le client. Ça dit qu'ils s'arrêtent en pleine chaussée pour prendre le client. Et quand vous vous plaignez, ils disent non, le boss, il faut laisser toi, tu ne fais pas recette. Donc cette manière de faire, imaginez-vous, si vous avez 3-4 Wara en face de vous, selon à qui vous suivez, et que chacun d'entre eux doit s'arrêter au milieu en pleine chaussée pour prendre un passager, vous voyez ce que ça crée. Il suffit d'un seul coup de pédale et puis le bouchon est tout de suite créé. Nous, vraiment, lançons un appel à l'endroit de ces chauffeurs-là de bien vouloir se mettre sur le bas-côté pour prendre leurs clients. C'est vrai qu'ils sont là ils assurent un service public quelque part, mais on leur demande d'avoir vraiment le comportement qui va avec. Merci Eric Bayala. Guillaume Wangui, réaction sur ce carton rouge avant de revenir à vous. Une question sur ce carton rouge, ça va? Je suis d'accord avec ce qu'a dit mon aîné parce qu'il y a un désordre dans le milieu. Voilà, il reviendra donc au ministère du Transport, un temps soit peu, d'essayer de réglementer ce secteur-là. Voilà. On sait bien que vous avez envie de faire un carton rouge. La Côte d'Ivoire vous regarde, c'est parti, carton rouge. Mon carton rouge au district autonome d'Abidjan, qui fait du 2 poids 2 mesures dans les opérations de déguerpissement. Nous venons d'apprendre ce matin qu'il y a encore 2 jours supplémentaires qui ont été donnés aux ferrailleurs d'Abobo, ce qui n'a pas été le cas pour les populations d'Adjamé Village ou de Gesco. Voilà, quand nous voulons mener des actions publiques, je pense que nous devons mener ces actions-là de façon équitable. Bien, Eric Bayala, réaction aux questions sur ce carton rouge. Une chose est sûre, il faut que les ferrailleurs d'Abobo, conformément à la volonté de la mairie, puissent quitter leur position actuelle pour le nouveau site qu'on leur a trouvé. Mais en même temps, je pense que si on leur... justement, on dit de façon triviale que
c'est ceux qui ne veulent pas changer, qui ne prennent pas en compte les critiques. Si tant est-il que les Ivoiriens ont critiqué les méthodes du district d'Abidjan en ce qui concerne les délais impartis pour pouvoir exécuter, aujourd'hui, on ne leur en voudra pas de pouvoir donner 2 autres jours à... Parce que ceux qui sont à la ferraille également, ce sont des Ivoiriens au même droit que ceux qui ont été déguerpis. Et ceux également, ils sont sous le coup du déguerpissement, comme ce qui s'est passé ailleurs. Et ailleurs, il y a eu des critiques. Et parmi ces critiques-là, on a bien voulu demander au district d'Abidjan de pouvoir peut-être accorder des délais à ceux qui sont concernés par ces déguerpissements-là pour qu'eux-mêmes, ils puissent véritablement partir. Et si le district a bien voulu prendre cet aspect-là en compte, on ne va pas lui jeter la pierre pour cela. Bien, place maintenant aux chiffres du jour, la rubrique qui met en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation. Chers téléspectateurs, chers invités, consultants, le chiffre du jour, c'est 7. Le 7 décembre? Non, 7. Pardon, le 7 août. Non, voilà. Pas du tout. Alors, enseignement professionnel et technique, voilà, en Côte d'Ivoire, 7 lycées techniques et professionnels ouvriront leurs portes dans des localités du pays. Il s'agit bien sûr des villes de Yamoussoukro, Diabo, Dabakala, Korogokong, Beleban et Bimpe. Alors, ce vaste projet porte l'ambition du gouvernement ivoirien qui sonne en tout cas la renaissance de la formation technique et professionnelle. Guillaume Wangui, quelle est votre appréciation de cette initiative du gouvernement ivoirien? Nous sommes encore au stade de projet. Nous souhaitons que ce projet puisse aboutir pour le bonheur des populations ivoiriennes. Et vous avez espoir, hein? Nous ça apportera un grand changement? Bien évidemment, parce qu'on parlait tout à l'heure des réponses à apporter aux besoins des jeunes. Donc si ces lycées-là peuvent permettre la formation de nos concitoyens, nous ne pouvons que nous en réjouir. Bien. Eric Bayala, quel sens donnez-vous à cette initiative gouvernementale, voilà, 7 lycées qui seront inaugurés bientôt? Voilà, quand on parle d'inauguration, ça veut dire que ces lycées ont été déjà construits. Donc on attend, si vous voulez, leur mise en service. Et donc je voulais rassurer M. Wangui qu'il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, mais que ces lycées existent. À preuve, le Premier ministre est allé donc visiter, si vous voulez, les finitions du chantier des BMP. C'est pour dire que ces lycées sont sortis de terre et d'ici très bientôt dans l'année scolaire, l'année académique qui va suivre, ces lycées-là ouvriront leurs portes pour accueillir les jeunes. Vous voyez que c'est une volonté manifeste de l'État d'adapter donc les différentes formations, les curricula aux besoins des entreprises. Nous en avons parlé tout à l'heure au cours de cette émission et comme si c'était, si vous voulez, cela vient à point nommé parce qu'on avait vivement demandé que les formations soient adaptées. Et quand vous prenez ces différents lycées, il y a des spécificités au niveau des différentes formations. Et rien qu'à visiter le contenu de ces formations, vous comprendrez que cela vient répondre de façon inéluctable aux besoins des entreprises. Donc ça participera à former des jeunes compétents qui vont répondre sur les critères du marché de l'emploi. Bien, vous voulez réagir? Oui. Mon aîné a parlé tout à l'heure d'inauguration. En même temps, il a parlé de finition. Voilà, c'est en cela que je dis, moi, que nous espérons que le projet puisse aboutir. Nous ne nions pas que ces lycées-là ont déjà commencé à exister, mais nous sommes à la phase de finition. Vous voyez, parce qu'il y a de nombreux projets qui ont été entamés, mais qui n'ont pas abouti. Voilà pourquoi nous disons que nous souhaitons que ce projet puisse aboutir, afin que les populations ivoiriennes, sinon la jeunesse ivoirienne, puisse en profiter. Merci à vous, Guillaume Wangui. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du COGEP en charge du marketing et de la promotion auprès des nouveaux majeurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci bien, cher ami Sidi. On espère vous revoir les prochains jours encore dans cette émission qui est ouverte à tout le monde. Tous ceux qui veulent participer à cette émission, n'hésitez pas à envoyer un message à notre page Facebook ou bien un mail à rédaction@reflet.tv, tout en minuscule. Eric Bayala, merci à vous également d'être passé. On se donne rendez-vous les prochains jours pour une autre émission. Pourquoi pas. Alors, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous, sur la Côte d'Ivoire, votre famille et sur tout le monde. Bonsoir.